Pour entamer ma série de vidéos consacrée à la musique au cinéma, nous allons voir l'histoire de la musique au cinéma et ses principaux thèmes et moments clés. Les timecodes sur les différentes parties de la vidéo sont disponibles en description. Pour revenir à la base de la musique au cinéma, il faut logiquement parler du cinéma muet. L'invention du cinématographe par les frères Lumière en 1895 permet alors la projection des premiers films tels que Sortie d'usine ou Place des Cordeliers. Lors de ces projections, de la musique est jouée en live, généralement par un pianiste ou un orchestre. Il s'agit le plus souvent de compositions réarrangées ou d'improvisation. La musique n'avait pas, à la base, comme but d'accompagner les images, mais plutôt de masquer le bruit de l'appareil de projection. Dès 1900 et en parallèle des productions de films sont inventés les photoscènes. Ce sont des courts-métrages cinématographiques synchronisés à des enregistrements audio, les ancêtres du clip en quelque sorte. Au fil du temps, des compositeurs commencent à collaborer avec les réalisateurs. En 1908, Camille Saint-Saëns crée la première musique originale pour le film L'assassinat du duc de Guise, produite par la société Le Film d'Art, ayant pour vocation de contester le sérieux des productions historiques de Pathé ou Gaumont. Deux genres commencent à s'inscrire dans la composition musicale, le genre symphonique et l'opéra. En 1927, lors de la sortie du Chanteur de jazz, premier film parlant qui marque la fin du cinéma muet, on peut y entendre alors la première chanson. En 1929, sur la première comédie musicale, Broadway qui danse. À l'époque du cinéma muet, la musique a aussi eu une place importante dans le cinéma burlesque et chaplinien. Les airs sont repris plusieurs fois durant une projection et des musiques identiques peuvent servir pour différents films. Mais la musique finit par être commandée par les producteurs pour s'accommoder au film et permettre au spectateur de mieux comprendre celui-ci. La musique donne alors le rythme et un sens aux images, et elle est du même registre que ces images. Une musique rapide quand le personnage va vite, forte durant les scènes d'action et plus calme durant des scènes d'amour. Le Mickey Mousing est aussi souvent utilisé comme dans les films de Chaplin et consiste à souligner chaque événement et action d'un personnage par la bande sonore, appuyant ainsi le comique de situation. Avec l'arrivée du cinéma parlant, la musique cesse d'être jouée en live et est fixée sur un support avec les bruitages. C'est la véritable naissance de la bande originale. En 1930 commence l'âge d'or d'Hollywood, après le crash boursier de Wall Street. La musique de film est omniprésente avec ses orchestres symphoniques, ses longues mélodies et ses développements thématiques. De nombreux compositeurs venus d'Europe de l'Est affluent à Hollywood et vont définir ce qui sera le futur style musical hollywoodien. L'orchestre est lourd et chargé chez Max Steiner, comme dans King Kong en 1933, dont la partition a établi un style et une technique de composition qui perdurent aujourd'hui. Ou encore dans Autant en emporte le vent en 1939. En 1934, Maurice Jaubert compose la musique de La Talente, dont la composition se veut aussi réaliste que l'image. La relation entre l'image et le son change au fil des compositions et se resserre avec Sergueï Prokofiev, chef d'orchestre russe, dans Alexandre Nevsky en 1938, un film retraçant la lutte historique et héroïque du prince éponyme dans la Russie du XIIIe siècle. Franz Waxman, un compositeur allemand, s'inspire de l'impressionnisme français pour définir un genre musical plus profond et psychologique. Son style inspirera d'ailleurs Bernard Herrmann, le compositeur d'Alfred Hitchcock. En 1940 sort Fantasia de Walt Disney, film musical d'animation sans commentaire où le classicisme de Bach se lie au modernisme d'Igor Stravinsky dans une longue suite de tableaux. Et en 1941 sort Citizen Kane, qui marque l'entrée de Bernard Herrmann dans le monde du cinéma. Il exagère certains procédés comme le leitmotiv, le fait de répéter des motifs musicaux plusieurs fois, et le Mickey Mousing. Il impose son style non mélodique, c'est-à-dire des thèmes musicaux qui ne sont pas connectés les uns des autres, ainsi qu'un orchestre singulier au registre grave. Après la Seconde Guerre mondiale, la musique est plus ciblée et moins présente tout au long des films. De nouveaux genres font leur apparition comme les films épiques, bibliques ou de fantasy avec des sonorités archaïques ou électroniques par exemple. Dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau en 1946, le compositeur Georges Auric n'utilise plus la musique comme accompagnement ou illustration, mais comme une œuvre à part. En France, c'est plus la chansonnette, une chanson au sujet léger et satirique, qui est à l'honneur. Dans Les Portes de la Nuit en 1946 ou Quai des Orfèvres en 1947. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle.
et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Dans les années 50, le jazz fait son apparition dans les bandes originales. Des compositeurs célèbres comme Franz Waxman l'utilisent sans en faire le propos principal de leur musique. Puis des réalisateurs font alors appel à des joueurs de jazz pour composer la musique de leurs films, comme Miles Davis pour Ascenseur pour l'échafaud en 1957, Duke Ellington pour Autopsie d'un meurtre en 1959, ou encore Martial Solal pour À bout de souffle en 1960, dans lequel le jazz créera un parallélisme entre son genre et le cinéma, dans l'adéquation entre le rythme des images et celui de la bande-son. C'est vraiment dégueulasse. Ce genre aura d'ailleurs une place particulière chez les cinéastes de la nouvelle vague. Après le jazz, chaque nouveau genre correspondant aux différentes générations comme le rock, la pop, la funk ou le reggae ou encore le disco aura sa place dans les films et créera ainsi de nouvelles modes. À la fin des années 50, Hitchcock et Herrmann redéfinissent le style psychologique musical moderne dans Surfroid en 1958 et Psychose en 1959. Pour la scène de la douche dans Psychose, Hitchcock pensait d'abord utiliser une bande-son minimaliste, méthode qu'il utilisera par la suite dans Les Oiseaux en 1963. En clair, il ne voulait pas de musique dans cette scène. Mais Bernard Herrmann a suivi son inspiration et écrit une partition pour un ensemble à cordes, une première dans l'histoire de la musique au cinéma. Les sons stridents des violons et violoncelles ont finalement réussi à créer une ambiance douloureuse et détraquée annonçant le meurtre au Bates Motel. Aux États-Unis, les compositeurs expérimentent de nouveaux styles musicaux, mêlant jazz, funk et musique sérielle, c'est-à-dire une musique qui utilise une série d'éléments musicaux. En France, les réalisateurs se mêlent à des recherches sonores et de bruitage et travaillent sur des compositions issues de la musique contemporaine aux motifs répétitifs. En 1970, Michel Fano réalise une reconstitution sonore de la faune animale, mixant des instruments à des voix animales dans le territoire des autres. Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, réalisé en 1964, montrent une utilisation de la musique encore plus poussée puisque tous les dialogues sont entièrement chantés. En 1966, Ennio Morricone compose les musiques de Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone et ses compositions s'accompagnent souvent de mélodies bien définies avec un instrument soliste comme un harmonica, de sonorités vocales et de thèmes sifflés. En 1968, Stanley Kubrick utilise avec audace le requiem célèbre de Giorgi Ligeti sur la séquence sur la Porte des Étoiles et sa valse de satellite. C'est un choc esthétique pour l'époque. La pop s'introduit dans les années 60 et amène des changements conséquents de collaboration. Hitchcock refuse des collaborations avec son compositeur fétiche Herrmann et les musiques du film Le Lauréat de Mike Nichols connaissent un extraordinaire succès en 1968, montrant que la musique prévaut en tant qu'outil commercial plutôt que dans les rapports musique-film. C'est aussi la période des compilations musicales. La pop se mélange aussi à la musique symphonique comme dans les films de James Bond. Des musiques d'amour mythiques comme Love Story en 1970 font leur apparition, dont la musique devient iconique. En 1973, George Lucas compile plusieurs grands succès des années 50 dans American Graffiti et en 1974, Steven Spielberg s'associe au grand John Williams pour composer la musique des Dents de la Mer et Rencontre du troisième type en 1977. Véritables explosions du film à grand spectacle et retour de la musique symphonique au cinéma. Le même compositeur écrit la partition de Star Wars la même année, dont le film participera aussi au retour de l'orchestre symphonique. Le film catastrophe comme Airport en 1970 ou La Tour Infernale en 1974 est alors très marqué par ce type de composition. La généralisation du Dolby Stereo, compatible dans toutes les salles de projection et peu onéreux, participe au phénomène symphonique. Ce système permet alors aux orchestres un travail musical plus abouti et détaillé puisque le son est mieux transmis. Les années 60 et 70 sont aussi marquées par la vague hippie et les comédies musicales pop-rock. En 1964, 4 garçons dans le vent met en scène les Beatles et les opéras rock font leur retour avec Rocky Horror Picture Show en 1974 ou Air en 1982. Le road movie fait aussi son apparition et on retiendra surtout Easy Rider en 1969 sur la période de la Beat Generation. Le phénomène disco apparaît aussi au même moment au cinéma avec La Fièvre du samedi soir en 1977 sur une musique du groupe anglais Bee Gees. Et suivront aussi les Mélodies de Grease en 1978. Au même moment, la flûte enchantée d'Ingmar Bergman marque le début de la vague des films opéras qui durera jusqu'à la fin des années 80.
Jerry Goldsmith compose en 1979 la musique d'Alien et deviendra le grand illustrateur de l'action, du fantastique et de la science-fiction grâce à son inventivité dans le domaine de l'orchestration. Aux États-Unis, la vague du film fantastique redéfinit une nouvelle esthétique expérimentale, mélangeant bruitage et effets sonores mélangés à la musique originale. En 1982, Vangelis compose la musique d'un des rares films de l'histoire du cinéma ayant réussi à unifier paroles, bruit et musique en une continuité sonore, Blade Runner. Il est alors reconnu comme l'un des pionniers de la musique électronique et compose encore aujourd'hui. Il a aussi composé les musiques de Les Chariots de Feu en 1981, en 1492 Christophe Colomb, en 1992 avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver. En 1983, en pleine vague disco, Giorgio Moroder déploie un style vif dans Flashdance et Scarface, musique adaptée aux films de gangsters. C'est à cette époque que de nombreuses musiques de films deviennent des hits, comme Reality, issu de la Boom en 1980, avec Sophie Marceau, Dreams are not reality, the only kind of real fantasy. Another Brick in the Wall de Pink Floyd, issu du film The Wall en 1982. On peut aussi retenir She's Like the Wind dans Dirty Dancing en 1987 et Calling You dans Baghdad Café en 1988. La vague du jazz revient au goût du jour dans Autour de minuit sur une musique de Herbie Hancock en 1986 ou dans les films biographiques Bird sur la vie du saxophoniste Charlie Parker en 1988. Retour vers le futur sort en 1985 sur une musique de Alan Silvestri, un des grands collaborateurs de Robert Zemeckis et dont le style est reconnaissable par ses orchestrations. Il compose aussi la musique de Forrest Gump, mêlée de compilations de hits américains, ce qui en fait l'une des bandes originales les plus vendues au monde. En 1986, Michael Kamen, le compositeur du film Brazil, dont la musique est une série de variations différentes très célèbres et acclamées, décide de marier la musique classique au rock dans Highlander. Sa partition cohabite alors avec les morceaux de Queen et donnera le ton pour d'autres compositions du même genre, par exemple dans Batman de Tim Burton en 1989. Ce film, composé par Danny Elfman, dispose d'une musique indissociable du style de Tim Burton et se mêle à des morceaux de Prince, en accord avec la folie destructrice et l'autodérision du Joker. Hans Zimmer crée le studio Media Ventures, avec plusieurs films à succès dont il est le compositeur. Ce studio donnera lieu aux plus importantes bandes originales d'Hollywood aujourd'hui encore, et fera naître nombre de compositeurs comme Steve Jablonsky, Mark Mancina ou John Powell. Il redéfinit une nouvelle conception de la musique de film hollywoodienne et compose l'une de ses plus belles réussites en 1998 pour La Ligne Rouge. En 1994 sur Pulp Fiction, Palme d'Or à Cannes, Tarantino, son réalisateur, décide d'utiliser des morceaux préexistants plutôt que de composer une musique originale. Il souhaite imposer une couleur pop à ses œuvres, renvoyant à un style particulier. Il redonne ainsi un souffle à certaines musiques déjà oubliées et parvient à leur apporter sa propre marque. En 1994, Hans Zimmer compose la musique du Roi Lion, qui marquera un véritable tournant dans sa carrière et définira ses traits stylistiques retrouvables dans ses futures compositions comme Gladiator en 2000. James Horner, compositeur souvent contesté, surtout sur ses inspirations, compose en 1997 la bande originale de Titanic, qui sera la plus vendue de l'histoire, rien que ça. Pour autant, il s'impose au grand public et a par ailleurs composé la musique de Alien le Retour en 1986 et Braveheart en 1995. Le rock américain underground fait son arrivée dans les films à cette même période, d'abord aux États-Unis avec Lost Highway de David Lynch en 1996, mais aussi en France avec L'eau froide en 1994 ou Paula X en 1998. Le rock des années 90 aux États-Unis est alors surtout marqué par des groupes comme Pixies, le groupe de rock alternatif Red Hot Chili Peppers, le grunge de Nirvana et Pearl Jam, la punk de Green Day et Yellowcard,
about nothing and everything all at once. Et le new metal de Linkin Park. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. En 1998, Goran Bregovic compose la musique originale de Chat Noir Chat Blanc sur des fanfares déchaînées, dans le style du film Underground. Son identité musicale donne au film une singularité inédite et s'exporte jusqu'en France. En 1999 sort Matrix de Sir Wachowski, composé par Don Davis, sur une écriture teintée d'éléments avant-gardistes et d'un rythme électronique et métallique. C'est le style hollywoodien qui prédomine dans la majorité des films, avec une utilisation des musiques préexistantes et un recyclage musical, et l'abandon des formes complexes et audacieuses, appauvrissant la musique au profit du grand spectacle. En France, le fabuleux destin d'Amélie Poulain et sa musique rétro gagnent le box-office. En 2000, Dancer in the Dark de Lars von Trier déterre la comédie musicale et relance le genre. Moulin Rouge en 2001 et Chicago en 2002 prendront le relais. Joe Hisaishi mélange les influences occidentales et nippones dans la bande originale du Voyage de Chihiro en 2001. Ensuite, les artistes hip-hop se lancent dans le cinéma pour 8 Miles de Eminem en 2002 et Dante Rêve de This Is La Peste en 2005. Cette même année, Terrence Malick utilise la musique savante, c'est-à-dire des compositions musicales posées dans des structures complexes. Cette musique se retrouve dans son film The Tree of Life en 2011 et À la merveille en 2013. Il réutilise aussi le prélude de L'Or du Rhin de Wagner et l'Adagio du concerto de Mozart dans Le Nouveau Monde en 2005. Depuis les années 2000, on peut surtout retenir la musique de Requiem for a Dream écrite par Clint Mansell et Kronos Quartet. La bande originale de Kill Bill compilée par Tarantino et son équipe en 2003, Night Call de Kavinsky dans le film Drive en 2011. Les compositions de Howard Shaw pour Le Seigneur des Anneaux. Et les compositions de Hans Zimmer. Ainsi que des centaines d'autres bandes originales.